Bonjour, chers internautes. Ok, bonjour, chers internautes. Donc, nous allons, comme l'a programmé Marketing TV, travailler aujourd'hui sur un thème sur lequel nous allons débattre. Allô? Oui. Oui, je l'ai mis verticalement maintenant. Ok. Ok, nous allons donc discuter aujourd'hui d'un thème intéressant qui porte sur la gestion optimale d'un parc automobile, qui est un thème d'actualité si on regarde aujourd'hui l'acheminement des vivres sur le territoire sénégalais pour porter assistance à la population en vue de les assister dans le cadre de la crise qui est liée au Covid-19. Donc ce thème en fait qui est un thème assez large quand on parle de gestion de parc automobile, large dans la mesure où le parc automobile présente quand même des standards dans le domaine de la gestion que nous allons développer au fur et à mesure au niveau de notre émission d'aujourd'hui. Mais aussi, il présente des particularités qui sont liées, si vous voulez, à la nature des produits qui sont transportés. Parce qu'en fonction de la nature de ces produits, il y a des spécificités sur lesquelles on doit quand même insister, notamment transport par exemple de produits périssables ou bien transport de marchandises dangereuses ou bien si vous voulez transport de produits alimentaires. Donc, quelle que soit la nature du produit, il y a des conditions techniques, des dispositions réglementaires que nous devons respecter pour pouvoir assurer l'acheminement de ces produits dans les meilleures conditions de qualité, de sécurité. Bon, le transport routier, de façon générale, c'est le mode que nous connaissons, aérien, maritime, ferroviaire, routier. Ce transport routier aujourd'hui assure l'interconnexion entre le fournisseur et le client final jusqu'au consommateur. Il permet de faire du door-to-door, le porte-à-porte, parce que le transporteur routier peut se déplacer, aller jusqu'au niveau du fournisseur, prendre la marchandise, assurer la partie approche, rapprochement de la marchandise au niveau du transport principal qui peut être par voie aérienne ou bien par voie maritime ou autre. Et le transport routier va revenir aussi en bout de chaîne pour assurer toute la partie livraison, distribution jusqu'au niveau du consommateur final. Donc c'est ce qui fait que quand on parle de door-to-door, de porte-à-porte, ce transport routier est l'élément le plus déterminant qui aujourd'hui permet d'assurer une synergie et une efficacité d'action au niveau de la chaîne logistique. Mes collègues qui sont passés déjà dans les autres vidéos vous ont quand même expliqué c'est quoi cette logistique, le supply chain management avec son lien avec la logistique, mais on peut toujours rappeler très rapidement. Cette logistique, on peut la définir comme étant l'art de mettre à la disposition du client le bon produit au bon moment, au bon endroit, au moindre coût et avec la meilleure qualité.
Notre cher ami M. Dramé nous rappelle déjà que le transport routier, c'est le seul mode de transport capable de réaliser le service du porte-à-porte sans rupture de charge. Effectivement. Allez. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Donc, ce transport routier, comme l'a dit effectivement M. Dramé dans sa contribution, aide quand même à assurer le door-to-door, le porte-à-porte, permettant aux clients de pouvoir disposer de sa marchandise dans les meilleures conditions. Ok. Maintenant, revenons-en aux moyens qui sont utilisés dans le transport routier. Parmi les moyens qui sont utilisés, nous avons, s'il s'agit par exemple de transport de conteneurs, nous avons des tracteurs avec des semi-remorques, n'est-ce pas? Des tracteurs avec des semi-remorques. Le tracteur, c'est la partie qui se trouve avant, qui assure la traction, si vous voulez, du véhicule. Donc, derrière, nous avons une semi-remorque sur laquelle on mettra, si vous voulez, le conteneur, qui peut être des conteneurs de 20 pieds ou bien des conteneurs de 40 pieds. Maintenant, ces véhicules-là permettront d'assurer l'acheminement de la marchandise conteneurisée jusqu'au niveau du client final. À ce niveau, il y a juste des dispositions importantes à utiliser des tracteurs et semi-remorques, notamment le respect de la charge à l'essieu, n'est-ce pas? Le respect de la charge à l'essieu. Je rappelle que l'essieu, c'est un axe qui va des roues qui sont de part et d'autre du véhicule, et tout à fait en bas, on a un axe, c'est cet ensemble qu'on va appeler essieu. Cet essieu va passer au niveau des ponts bascules. Chaque pays a sa réglementation à ce niveau, et c'est pesé pour voir quand même s'il n'y a pas de surcharge à l'essieu. C'est ce qui fait que beaucoup de transporteurs qui utilisent aujourd'hui les camions, les tracteurs avec semi-remorques préfèrent des semi-remorques à 4 essieux au lieu de prendre des semi-remorques à 3 essieux. Bon, 4 essieux parce que tout simplement ça vous permettra de faire une répartition spatiale de la charge, du tonnage du véhicule sur le plateau. C'est important. Merci à Céline Falilou Faye, à Laï Bambasek, Chimère Ouad aussi pour vos contributions. Donc cette surcharge à l'essieu, l'éviter, c'est ce qui est normal parce que tout le monde le sait, ça contribue à la destruction malheureuse de l'état des routes qui aujourd'hui subissent de plein fouet cette surcharge et ce qui accélère, si vous voulez, la durée de l'amortissement des routes sur lesquelles nos États ont déjà investi. Okay. Donc, le transporteur routier, s'il met en place ces véhicules avec une semi-remorque, ça lui permettra bien sûr de charger, comme je l'ai dit, un conteneur, d'assurer son acheminement jusqu'au niveau du client final. Et ce client final pourra disposer de son produit. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de surcharge à l'essieu. Ok. Maintenant, cette surcharge à l'essieu, il y a des éléments importants que je vais juste rappeler qui font que certains transporteurs, malheureusement, rencontrent toujours une surcharge à l'essieu. C'est dû à une mauvaise répartition spatiale des colis au niveau du plateau. Une mauvaise répartition spatiale. Parce que pour chaque charge que vous mettez sur
le plateau du véhicule. Le poids est supporté par les essieux, n'est-ce pas? Et ce poids, qui est une force, comme on l'a vu en physique, ce qui s'exprime en Newton, qui est, si vous voulez, la masse appliquée au point d'attraction G. Mais quel point d'attraction G? C'est masse appliquée au point d'attraction G, mais rapportée au centre de gravité du véhicule. Rapportée au centre de gravité du véhicule. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous mettez un colis qui est loin du centre de gravité du véhicule avec une mauvaise répartition spatiale de ces colis, ce qui va se passer, c'est que cela va impacter sur ce qu'on appelle le moment d'inertie. Le moment d'inertie. En physique, si vous vous rappelez, le moment d'inertie était défini comme étant la force qu'on multiplie par la distance. Quelle distance? La distance qui sépare le centre de gravité et le point G du colis, c'est-à-dire le barycentre du colis. Plus cette distance elle est importante, plus le moment d'inertie est important. Plus le moment d'inertie est important, plus ceci aura un impact sur l'essieu concerné. Donc, d'où la nécessité de faire un bon plan de chargement avec une bonne répartition spéciale des colis au niveau du plateau pour que le poids ait une répartition homogène et que les essieux puissent les supporter de façon homogène. L'autre élément aussi qui est important à retenir dans ce plan de chargement, c'est que si vous le faites mal, il aura un impact sur les matériaux, c'est-à-dire le matériel, le véhicule en tant que tel. N'oubliez pas que le véhicule, c'est des matériaux en fait, c'est de la pneumatique. C'est un plateau qui peut être en acier ou bien avec de l'alliage. Il y a tout ce qui est sustentation au niveau du véhicule, tout ce qui est amortisseur, tout ce qui est ballon qu'on mettrait dans ce véhicule qui est utilisé pour amortir, si vous voulez, la masse, la charge qui se trouve sur le véhicule. Donc, si vous faites une mauvaise répartition spatiale, vous aurez beaucoup de pannes. Des pannes de lames ou bien des ballons qui vont éclater. Et quand ça arrive, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que votre véhicule risque d'être immobilisé. Pour raison de panne, vous allez donc perdre de l'argent et du temps. Alors qu'on avait dit qu'en logistique, il faudrait respecter ce triptyque qualité, coût et délai. Donc ça, c'était juste une parenthèse qu'on voulait donner pour qu'on ait une idée de l'importance et de l'intérêt qu'il y a à bien respecter la surcharge à l'essieu. Et comment on le fait et qu'est-ce qui explique physiquement qu'on ait ces impacts malheureusement sur les véhicules. Et aujourd'hui, vous avez vu la réglementation, on parle de délestage, il faudrait donc décharger tout ce qui est surcharge, il faut payer des frais. Malheureusement, le transporteur va supporter tout ça. Sa poche donc va en souffrir, il va perdre du temps. Donc c'est fondamental. Monsieur Mbaké, je vous salue aussi. Au plaisir. Merci. Donc je reviens toujours à ces tracteurs semi-remorques. Il y a aussi un autre terme qu'il faudrait préciser, mais généralement on n'utilise pas pour les conteneurs. Peut-être une société comme la CSS, compagnie sucrière sénégalaise, pourrait l'utiliser quand je parle maintenant de remorque, tracteur et remorque, au lieu de dire tracteur et semi-remorque. Donc on a des remorques si devant le véhicule nous n'avons pas de pied de support, mais on a par contre essieu avant. L'essieu avant qu'on mettrait sur un plateau permettrait donc d'obtenir ce qu'on va appeler une remorque. Ok. Ça, c'est le transport avec le transport des conteneurs.
Maintenant, venons-en au transport qui est fait pour déplacer, si vous voulez, des citernes. C'est pareil. On mettra toujours au niveau de la semi-remorque une citerne. Ok? C'est une citerne qu'on va mettre derrière et qui permettra de charger le produit. Ça peut être du carburant, ça peut être de l'eau, ça peut être autre chose, ou un autre produit, de l'huile, et qui permet donc d'assurer le déplacement de ce produit. Le seul risque qu'il y a dans le transport maintenant de ces fluides, c'est quand vous empruntez, si vous voulez, les virages. Les virages. Par exemple, vous voulez arriver au niveau d'une intersection, vous voulez tourner à gauche, tourner à droite. Attention à ce qu'on appelle la force centrifuge. La force centrifuge. Donc la force centrifuge, qui n'est rien d'autre qu'une force induite obtenue à partir de la traction du véhicule, parce que quand le tracteur tire la semi-remorque, il y a une force qui fait avancer le véhicule à l'avant. C'est la traction. Cette force maintenant couplée à la rotation angulaire faite par le conducteur pour tourner à gauche ou à droite, quand vous faites la somme de ces deux forces, ça vous donne un troisième vecteur qu'on appelle la force centrifuge et qui vous sort toujours de la route. Donc quand vous tournez dans ce sens, il y a une force centrifuge qui va dans l'autre sens. Donc si vous ne ralentissez pas, vous risquez de sortir de la route, d'avoir des tonneaux, de faire donc un accident. Donc ça, c'est des mesures sécuritaires. Donc par transition, parlons donc déjà de la sécurité. Le conducteur routier doit se préparer avant d'entamer un voyage. Se préparer comment? D'abord faire les premières vérifications avant de prendre son véhicule, vérifier le niveau d'huile, vérifier son niveau de carburant, surtout quand il doit faire un long voyage, vérifier tout ce qui est frein, vérifier tout ce qui est pneumatique, voir bien sûr si la pression elle est bonne ou pas. Donc faire toutes ces petites vérifications avant de commencer à se lancer dans sa mission. Donc il doit être lucide parce qu'il conduit des biens, ça peut être aussi transport de passagers, il doit être lucide, avoir respecté donc ses horaires de repos, c'est fondamental. Il ne doit en aucun cas consommer des produits enivrants comme l'alcool, la drogue, etc. Ça, si vous avez un conducteur qui le fait, il faut l'arrêter systématiquement. C'est des choses qui ne pardonnent pas. Donc, il faudrait qu'il vérifie tout ça, qu'il vérifie aussi si l'ensemble des documents du véhicule sont disponibles et en cours de validité. Je fais allusion à la carte grise, je fais allusion à l'assurance, je fais allusion à la licence nationale, internationale, surtout les routiers qui font du Dakar, Sénégal, aller jusqu'au Mali, jusqu'à Caille. Donc, il faut qu'il vérifie aussi tous ces documents-là, si tout est en règle, avant d'entamer donc le voyage, n'est-ce pas? Et s'il voyage aussi, il doit rester toujours vigilant, concentré sur sa route, regarder tous les aspects, c'est-à-dire son environnement en tant que conducteur, toute menace qui pourrait affecter, si vous voulez, qui pourrait impacter sur le véhicule, un animal qui passe, quelqu'un qui traverse, un véhicule qui veut vous dépasser, tout ça, il faudrait qu'il le vérifie et qu'il soit donc très concentré dans sa conduite, qu'il respecte le code de la route, bien sûr, qu'il respecte les principes de la conduite défensive, qu'il respecte les principes de la conduite offensive, n'est-ce pas? Donc, qu'il soit prêt, bien préparé, afin de pouvoir faire face à toute éventualité. Parce que conduire bien, c'est une bonne chose.
Mais il faut faire attention à son environnement. Tu peux avoir sur la route un autre conducteur qui ne respecte rien, qui est peut-être ivre, qui vous fait un dépassement dangereux. Ne le bloquez pas, laissez-le partir. Hein, quelqu'un qui vous a joué un sale tour, n'a pas respecté la priorité, laissez-le aller. D'accord? Donc, ne faites pas, comme on dit, des histoires en pleine circulation, comme on le voit toujours sur les routes. Donc, un bon conducteur, il doit être comme ça. Et chaque incident qu'il y a sur la route, il doit automatiquement saisir sa hiérarchie, le chef de parc, par exemple, ou bien le chef d'atelier, pour l'alerter sur les difficultés qu'il a rencontrées. S'il est en panne aussi en cours de route, il ne doit jamais garer son véhicule, son camion, comme on le voit généralement sur la route. Tant qu'il le peut, il faut qu'il sorte de la route, c'est important, bien signaler, sortir de la route et maintenant bien se garer et mettre les signalisations au niveau avant et arrière du véhicule pour que ce soit bien visible et éviter les éventuels accidents. Donc ça, ce sont des choses fondamentales qu'un conducteur doit respecter. Si tu es conducteur routier de marchandises, encore une fois, évite de transporter à bord du véhicule des éléments qui ne font pas partie de la mission. Par exemple, transporter des colis d'un ami, en profiter pour faire des achats, mettre des marchandises là-dedans, dans le véhicule. Pire encore, se lancer dans le transport de passagers. Hein? Par exemple, aujourd'hui, avec ce qui se passe, l'interdiction de quitter une région pour aller vers une autre, par exemple, se permettre de dire que je vais transporter un passager, l'amener à Thiès, l'amener à Kaolack, l'amener à Hambourg, c'est pas bien, c'est pas recommandé. Donc, il faudrait respecter cela et éviter de mettre à bord du véhicule des gens quand même qui ne font pas partie de la mission. Monsieur Sambou, Malik, je vous salue aussi, Céline Falilou, qui veut qu'on revienne sur la conduite économique, bien sûr. C'est important, bien sûr, c'est avec ça d'ailleurs qu'on va terminer cette première partie. Donc, le conducteur routier, il doit respecter tout ça au niveau de son environnement, respecter sa mission, les horaires, les points d'arrêt, tout ça, ça doit être défini à l'avance. Venons-en à la conduite économique. Bon, d'aucuns aussi l'appellent la conduite rationnelle. Bon, cette conduite, en fait, elle consiste pour le transporteur routier ou bien le chauffeur, comme d'aucuns les appellent, à faire de sorte que le véhicule puisse consommer le moins possible du point de vue carburant, c'est-à-dire le nombre de litres au 100 km. Un exemple, un camion qui en moyenne consomme 40 litres au 100. Ce camion-là, le chauffeur peut trouver des astuces lui permettant de réduire cette consommation. C'est possible. En quoi faisant? Dans sa conduite, il doit respecter un certain protocole, certaines dispositions, parmi lesquelles nous pouvons en citer les accélérations, par exemple. Il doit éviter d'accélérer de façon brutale, parce que ça va impacter négativement sur la consommation, ça ne sert à rien. Parce que si vous accélérez, il y a un compteur qui se trouve à gauche qui donne le nombre de tours que le moteur fait par minute. Le nombre de tours moteur par minute. Souvent, vous voyez 1, 2, 3, 4. Si c'est 1, 2, 3, 4, il faut le multiplier par 1000. Si l'aiguille arrive à 1, cela veut dire que vous êtes en train de faire 1000 tours moteur par minute. Si c'est écrit 10, ce sera encore... il faut toujours le lire par 1000 en fait. Hein, c'est ça l'unité de mesure. Donc ces tours moteurs-là, quand vous conduisez, l'idéal serait de ne pas atteindre les 2000 tours moteurs par minute. Même si vous êtes à 1500 secondes. Chaque fois que vous conduisez, vous êtes à la vitesse 2, vous commencez à monter en puissance et que votre tour moteur monte jusqu'à 1500, presque 2000, il faut aller à la vitesse 3. Dès que vous le faites, vous voyez que le compteur tour moteur
est complètement réduit. C'est comme les bicyclettes, hein, c'est le même principe. C'est-à-dire tu maintiens la puissance du véhicule tout en réduisant ta consommation. Donc c'est ce compteur qui te guide. Chaque fois, il faut changer de vitesse. Ça, c'est un. Au-delà de la partie conduite du chauffeur, il faudrait aussi qu'il fasse attention à sa charge. Quand vous mettez des colis derrière le véhicule, c'est du ciment, par exemple, que vous mettez sur le véhicule, par exemple au niveau de la semi-remorque, évitez de laisser ces produits sur la semi-remorque sans y mettre une bâche. Beaucoup de transporteurs peut-être pensent que mettre une bâche, c'est juste pour protéger le produit contre la pluie, l'humidité au cours du voyage. Il peut être mouillé. Oui, c'est vrai. Ça protège le produit. Mais au-delà de cette protection, quand vous y mettez une bâche, vous êtes en train d'économiser du carburant. Comment? C'est simple. Si vous y mettez une bâche, vous augmentez l'aérodynamisme du véhicule. Le véhicule devient beaucoup plus aérodynamique, donc arrondi. Quand il est aérodynamique, vous réduisez ainsi les forces de frottement qui sont dues au vent. Donc le vent va circuler de façon fluide. Ce qui fait que chaque fois qu'on fait un chargement de boulet, un chargement de ciment ou de chaux ou de je ne sais quoi, surtout les produits en vrac non containerisés, il faudrait à chaque fois y mettre une bâche bien attachée, mais aussi bien tendue. Bien tendue, bien attachée. Ça permettra au vent de circuler de façon fluide sur le véhicule, donc de réduire quelque part la résistance de l'air. Parce que le véhicule qui se déplace est soumis à 4 forces. Vous avez la traction du moteur, vous avez tout ce qui est résistance due soit au vent, suite ou bien à la partie pneumatique, les frottements. La troisième force, c'est la réaction, parce que les pneus sont sur le sol, sur la chaussée. Il y a une force qui va vers le haut qu'on appelle la réaction. Et la troisième force, c'est le poids. Donc le poids et la réaction, le problème ne se situe pas à ce niveau parce que ces deux forces s'annulent. D'accord? Réaction plus poids, c'est des vecteurs inverses. D'accord? Ça va s'annuler. Alors que le véhicule a besoin d'avancer. Pour avancer, il se base sur la traction du moteur. Mais malheureusement, la traction du moteur est retenue par une autre force qui va dans le sens inverse due au frottement de la partie pneumatique, mais aussi qui est due à ce qu'on appelle résistance de l'air de façon générale. Donc, il faudrait que les bâches soient bien tendues. Tout ça, c'est pour économiser en matière de consommation. L'autre élément aussi qui permet d'économiser, c'est qu'il faut éviter de faire descendre les vitres complètement au moment où tu roules à vive allure. Il faut éviter ça. Même pour des véhicules personnels, véhicules légers, hein, il faut éviter ça. Parce que quand vous faites descendre vos vitres complètement, alors que vous roulez à 80, 90, 100, le vent qui entre dans le véhicule bloque son avancée. C'est-à-dire que vous êtes en train d'augmenter de façon indirecte la résistance sur le véhicule, ce qui va réduire la force de la traction, malheureusement. D'accord? Donc, évitez de faire descendre vos vitres complètement. Il faut bien les faire remonter jusqu'à un certain niveau, hein, et ça vous permettra de réduire donc ces forces donc, de frottement. Donc, l'aérodynamisme du véhicule, il faudrait y veiller, c'est fondamental. L'autre élément qui permet toujours d'économiser du carburant, donc vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est la partie pneumatique. D'accord? Quand vous voyagez, je l'ai dit tout à l'heure, avant de prendre votre véhicule, que ce soit transport de passagers, de marchandises, d'accord? Vérifiez votre pneumatique. Assurez-vous que les pneus ont la même pression. Parce que si vous avez la même pression, déjà ça va jouer sur l'équilibre du véhicule, ça assure votre sécurité. Ça vous évitera les ripages de véhicules sur la route et qui commencent à sortir de la route. Ça vous permettra d'éviter aussi les frottements, en fait de les réduire. Parce que
votre pneu qui est sur la route, quand il touche la route, plus la partie qui est en contact avec la route est importante, plus les forces de frottement augmentent. Pour réduire donc l'empattement de ces pneus sur le véhicule, il faudrait que les pneus aient une pression correcte. On ne peut pas dire telle pression parce que ça dépendra des pneus, ça dépendra du type de véhicule. Des qu'on va faire 2,5, d'autres 3, d'autres 4, ça dépendra toujours des types de pneus. Donc, respectez toujours la pression qui est recommandée par le constructeur et ça vous permettra donc de réduire au mieux les forces de frottement au niveau de la pneumatique. Empruntez aussi des routes qui sont bonnes, bien faites, goudronnées, d'accord. Évitez les raccourcis qui parfois vous semblent plus courtes, mais attention, ça use vos pneus et ça augmente aussi votre consommation. Ça, c'est important. Et aussi, ça va affecter les organes du véhicule, d'accord. Ça va affecter les organes du véhicule, ça augmente donc le risque de panne. Donc tout ça, c'est des dispositions que le conducteur doit prendre en compte quand il fait un voyage et ça vous permet effectivement de réduire tous ces risques. Okay. Maintenant, nous allons aborder la partie qui concerne toujours la sécurité, parce que tout à l'heure, on a parlé de conduite, si vous voulez, défensive, n'est-ce pas? Dans la conduite défensive, quand vous conduisez un véhicule, par exemple, vous vous rendez compte, vous êtes en pleine circulation, mais en regardant votre rétroviseur qui se trouve à l'intérieur, vous avez vu un autre véhicule qui vient vers vous, mais qui n'a pas respecté la distance intervéhiculaire, c'est-à-dire la distance qui sépare deux véhicules. Dans des cas pareils, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous devez freiner, il y a des bouchons devant, des trucs comme ça, il faut le faire en douceur. Ne vous arrêtez jamais de façon brutale. Si vous le faites et que le conducteur qui se trouve derrière n'a pas respecté la distance intervéhiculaire, ou bien n'a pas été vigilant dans sa conduite, il risque de vous heurter. Ça crée un accident. Donc le conducteur, en fait, il ne se soucie pas seulement de ce qui se passe devant, mais il doit aussi se soucier de ce qui se passe tout autour de son environnement, du comportement des autres conducteurs, de l'environnement, comment ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas d'animaux qui traversent? Est-ce qu'il n'y a pas un conducteur dangereux qui est à côté? S'il le faut, vous le laissez-le vous dépasser. C'est ce qui est mieux. Donc ça vous protégera et ça protégera aussi votre matériel, votre véhicule. Parce que c'est votre outil de travail. Donc, oui, je salue cher Tidiane Gueye qui nous salue de Moscou. Hein. Effectivement, on a eu à étudier ces parties-là au niveau du centre de formation des métiers portuaires. J'espère que le Covid-19 ne vous a pas fatigué à Moscou. Un étudiant brave. Je vous salue aussi, Pape Khan, de même que Serine Falilou Faye. Ok. Maintenant, nous allons parler d'un autre aspect qui est aussi important, c'est l'entretien des véhicules. Quand vous avez une flotte, il faudrait mettre en place un planning qui permet d'assurer l'entretien de vos véhicules. Et dans ce planning, vous devez faire respecter toutes les actions qui doivent être entreprises au niveau de votre véhicule, à savoir le changement des cartouches. Est-ce que c'est des cartouches qui doivent faire d'abord 5000 km, 10 000 km avant qu'on les change? Les croix, par exemple les croix moteurs. Tout ça, votre mécanicien vous donnera les indicateurs. Attention, telle croix, au bout de 20 000, 30 000 km, il faut le changer. Il faut le changer. Ne vous dites jamais que je vais le maintenir jusqu'à ce qu'il commence à s'user, il commence à avoir des fissures et hop, on le change comme on le fait souvent. Non, ça ne se fait pas. N'oubliez pas que ces croix, même s'ils ont l'air d'être toujours neufs, ils peuvent
être rompu en cours de route, d'un seul coup. Mais pourquoi? Parce que c'est des produits périssables en fait. Le caoutchouc est un produit périssable. C'est un produit périssable. Étant un produit périssable, il est important de respecter aussi la durée de vie de ce produit-là. Donc c'est comme la partie pneumatique. Il faut le respecter et le surveiller, le contrôler et ne pas dépasser la durée qui est admise pour votre produit. Donc toujours la date de péremption est donnée. Donc il faut veiller à ça. Le produit peut avoir l'air neuf alors qu'il est déjà périmé. Et malheureusement, quand ça arrive, ça peut vous surprendre, hein, effectivement, et créer des désagréments. Ok? Au niveau du véhicule, comme le rappelle Malik Sambou, qui est aussi un grand professionnel du métier, et je pense qu'un jour lui aussi il pourra intervenir dans ses lives en tant que technicien qui a une longue expérience aussi des activités minières au niveau de toute la sous-région. Il est important donc de voir aussi tout ce qui est manuel, d'accord? Respecter les consignes, les directives qui sont données par le constructeur dans le manuel du fabricant, d'accord? Ça vous permettra d'assurer un bon entretien de votre véhicule, éviter donc de colmater, d'accord? Évitez de colmater. Tout ce que vous faites au niveau du véhicule, assurez-vous que c'est fait sur la base de choses certaines, connues et maîtrisées. D'accord? Donc, s'il y a une panne, ne prenez pas, par exemple, un mécanicien qui essaye, comme on dit, hein, qui va juste essayer de réparer alors qu'il ne s'y connaît rien, surtout du côté électrique. Soyez très regardants et assurez-vous que c'est un professionnel qui traite votre véhicule pour ne pas avoir des désagréments. Donc ça, c'est la partie entretien. Réparation, c'est pareil, parce que l'entretien, c'est plus préventif. D'accord? Et maintenant, la réparation, par contre, la sécurative, c'est parce qu'il y a une panne que vous devez passer à la réparation. Parce que si vous respectez correctement les entretiens, ça vous permettra de réduire les coûts de réparation. Donc, les consommables, comme le dit Serine Falilou Faye, hein, les filtres, les cartouches, tout ça là, il faudrait quand même respecter le changement de ces éléments pour ne pas avoir des pannes. Donc, faire l'entretien, c'est fondamental. Ça peut vous paraître cher, mais le jour où vous aurez une panne, vous vous rendrez compte qu'il aurait fallu quand même respecter le planning de ces entretiens. Okay. Il y a aussi comment dirais-je, toujours la partie pneumatique. Assurez-vous que vous avez des pneus de qualité. Hein? Moi, ce que je recommande toujours aux transporteurs, c'est d'acheter quand même des pneus qui sont neufs. D'accord? De bonne qualité. Donc, pas des pneus qui sont recyclés. C'est juste pour dépanner de façon ponctuelle, mais quelqu'un qui fait de longs voyages, évitez de le faire. C'est des pneus qui font perdre leur résistance. La partie adhésion de ces pneus au niveau aussi de la chaussée, ça va poser problème parce que quand vous allez freiner, le véhicule va glisser et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, les pneus, encore une fois, c'est fondamental dans la gestion de parc. C'est fondamental. Parce que c'est la partie du véhicule qui est en contact direct avec son environnement. D'accord? Donc, assurez-vous que les pneus, quand même, sont de très bonne qualité. OK. Maintenant, la marchandise aussi qui est à bord, faites de sorte que cette marchandise ne bouge pas à gauche, à droite, qu'elle soit bien fixée, bien calée. D'accord? Si vous utilisez ce qu'on appelle souvent le lashing, il faut bien les fixer. D'accord? Si c'est des chaînes que vous utilisez, vous avez des alignes, en tout cas, il faut bien fixer cette marchandise pour éviter, au cours du voyage, cette marchandise bouge, hein, d'un sens à un autre. Ça va déséquilibrer le véhicule, autrement dit, ça va vous faire perdre votre centre de gravité
Et malheureusement, si vous abordez un virage quelconque, ça peut créer des accidents. La gestion de parc automobile aussi, au-delà de la partie consommation qu'on a développée tout à l'heure, et je récapitule, éviter certaines accélérations inutiles pour ne pas dépasser les 2000 tours par minute, hein, rendre le véhicule aérodynamique au mieux, et même utiliser des déflecteurs, d'accord, des déflecteurs, c'est ce que vous avez devant le véhicule que les gens appellent parfois cap. Tout ça, c'est pour rendre le véhicule aérodynamique, pour ne pas avoir des poches d'air, parce que ces poches d'air vont emprisonner l'air quand le véhicule avance et ça constitue une résistance pour le véhicule. Donc, quand vous respectez tout ça, respectez aussi tout ce qui est vitres et autres. Ne faites pas baisser vos vitres au moment où vous faites des accélérations, ça n'a pas de sens. L'air qui entre aussi va malheureusement aura un impact direct sur la résistance, en fait, va augmenter la résistance et ce qu'on appelle les frottements, hein, les forces de frottement. Et les forces de frottement, j'appelle encore une fois, s'opposent à la traction du véhicule, c'est-à-dire la force qui fait avancer le véhicule. Les forces de frottement s'y opposent. Monsieur Mbacké Gueye nous parle des indications sur les pneus. Effectivement, ces pneus ont des indications et chaque indication vous permettra de savoir quelle est la pression d'air qu'il faut mettre dans le pneu, quelle est la charge que le pneu peut supporter, n'est-ce pas? Ça c'est important, donc il faudrait les lire et savoir que tel pneu il est adapté à telle activité. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des surprises. Ok. Maintenant, le gestionnaire de parc automobile. Le gestionnaire de parc automobile, donc, quel est son rôle? Son rôle aujourd'hui, pour un peu répondre à la question de Cheikh Tidjane Diakhaté, son rôle, donc, c'est de mettre à la disposition du client demandeur un véhicule lui permettant d'acheminer la marchandise au lieu indiqué dans les meilleures conditions de sécurité, donc à temps, hein, tout ça. C'est ça son rôle, mais optimiser aussi cette gestion du parc automobile. Facile à dire, mais difficile à faire. Parce qu'il doit veiller sur les mouvements de ces véhicules, connaître les rotations de ces véhicules, le nombre de kilomètres que fait chaque véhicule. Donc, disposer d'un tableau de bord qui lui permettra d'avoir des alertes qui lui diront attention, tel véhicule a fait tant de kilomètres, donc il faut agir. Soit c'est des vidanges qu'on doit prévoir, qu'on doit planifier, tout doit être planifié, hein, avec un tableau de bord de suivi du véhicule, qu'on peut faire facilement sur Excel, hein, pas nécessairement qu'on le fasse sur des logiciels. Si on en a, tant mieux, mais si on n'en a pas aussi, on peut le faire facilement sur Excel. Okay. Donc ces tableaux de bord vous permettront de parc d'avoir une maîtrise des activités de vos conducteurs, les jours de travail, les jours de repos, de l'exploitation de vos véhicules, savoir combien de kilomètres vous avez fait pour chaque véhicule, connaître aussi vos consommations, parce que en le faisant aussi, chaque fois vous faites un reporting sur les consommations de chaque véhicule, les coûts d'entretien de chaque véhicule, les coûts de réparation de chaque véhicule, et au finish, en tant que gestionnaire de parc, vous pourrez calculer facilement votre coût kilométrique, d'accord? Qui est un indicateur pertinent qui vous permettra de voir si votre coût kilométrique est constant ou bien s'il est ascendant. S'il est ascendant, il y a un problème. Donc ce coût kilométrique, si vous voulez, de façon très simple, comment on peut l'expliquer, le calculer, c'est l'ensemble des coûts que vous allez diviser par la distance qui est parcourue par le véhicule. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faudrait le faire. Et vous, en tant qu'exploitant de véhicule, vous allez dire, mais tiens, attention, le mois passé, mon coût kilométrique, par exemple, était de 125 francs par kilomètre de route parcourue. Si ce mois-ci, je suis à 200 ou à 300 francs par kilomètre parcouru, attention, alerte, qu'est-ce qui se passe, à quoi c'est dû, pourquoi les coûts augmentent. Peut-être ils augmentent parce que vous avez beaucoup de panne. Ils augmentent peut-être parce que la conduite économique n'a pas été respectée. Parce que je rappelle encore une fois, vous allez prendre l'ensemble des coûts d'exploitation de votre véhicule, vous allez diviser par la distance qui est parcourue.
Bon, mais je rappelle qu'il y a plusieurs méthodes de calcul de ce coût kilométrique. Donc ça, c'est un indicateur donc de performance, pour apostropher un peu Serigne Fallou. Il sera donc un indicateur de performance pour vous, un KPI, d'accord? Cet indicateur de performance vous permettra donc d'évaluer, d'accord? Et même d'évaluer vos conducteurs. Les évaluer par rapport aux accidents, par rapport aux délais, les évaluer par rapport à comment dirais-je, le respect déjà de la propreté du véhicule, de son entretien, de la réactivité du conducteur. Tout ça, c'est des éléments que vous pouvez mettre en place pour déjà évaluer votre équipe de conducteurs et développer une politique d'amélioration continue pour que chacun se donne, s'y met pour quand même être le meilleur, si vous voulez, chauffeur du mois. Beaucoup d'entreprises le font, essayer d'être le meilleur chauffeur du mois et les encourager. D'accord? Donc, il faut cultiver, si vous voulez, la perfection pour que chacun s'y mette dans cette logique. Ça vous permettra de bien entretenir votre matériel, mais ça motivera aussi vos conducteurs, parce qu'il faut les motiver. Mais aussi, il faut les former, les conducteurs. Parce que généralement, c'est des gens qui sont souvent pris dans le tas, qui peut-être sont illettrés. Ce n'est pas tout le monde, bien sûr, mais la majorité, c'est malheureusement ça. Donc, quand vous avez ces conducteurs et que vous transportez, vous acheminez des cargaisons importantes de marchandises à coût de millions, avec une confiance du client derrière, quand même assurez-vous que ces conducteurs-là sont bien formés, bien sensibilisés, bien conscientisés, notamment avec aujourd'hui le problème du Covid-19. Donc, pour qu'ils puissent respecter les barrières sécuritaires, porter un masque, avoir un gel, porter ses gants, etc. Quels sont les gestes à éviter, etc., etc. Quand tu livres chez le client, ne descends pas de ton véhicule, reste dans le véhicule. Tout ça, c'est pour réduire les contacts. Donc, dans votre politique de gestionnaire de parc, il faut toujours vous adapter aux réalités, d'accord, aux réalités du terrain. Donc ça c'est important. Au niveau de la charge du véhicule, pour répondre en même temps à la question de Mar, d'accord, Sindini, effectivement, quand vous chargez votre véhicule, vous devez aussi respecter, si vous voulez, le PTAC, le poids total autorisé en charge. Il faut le respecter. Si le conteneur déjà que vous avez, il faut respecter sa charge utile, mais le véhicule aussi a une charge maximale à ne pas dépasser. D'accord? Donc son poids total autorisé, il faut aussi le respecter, ses limites. Mais ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas seulement de respecter le poids maximum autorisé pour le conteneur qu'on appelle charge utile. Il ne s'agit pas aussi seulement de respecter le poids maximum autorisé pour le véhicule, mais aussi il faut y ajouter la troisième contrainte, c'est la surcharge à l'essieu. Parce que ton véhicule peut supporter une charge alors que la réglementation t'interdit de charger jusqu'à ce niveau-là. Donc toutes ces contraintes, il faudrait les prendre en compte avant de se lancer dans une opération de chargement de façon vraiment hasardeuse. Ok. Donc voici globalement ce que nous devons retenir dans la gestion de parc. Maintenant pour terminer, le gestionnaire de parc, il doit être un bon planificateur. D'accord? Il doit être un bon planificateur et la planification, elle se repose sur la connaissance du besoin. Si vous connaissez le besoin, vous pouvez bien planifier. Qu'est-ce que j'appelle besoin? Le type de produit à transporter, la masse de ce produit, ses dimensions, est-ce que c'est pas du hors gabarit ou pas? D'accord? L'urgence qu'il y a par rapport à ce produit, est-ce que ce produit qui peut attendre ou bien il faut le livrer tout de suite? D'accord? Connaissant votre flotte, vous pourrez donc dire que tel chauffeur doit prendre tel véhicule pour transporter tel colis et l'envoyer à tel client. Et vous fixez les dates et tout. Et ça vous permettra donc de suivre derrière avec votre GPS si vous voulez. C'est la partie suivi. Donc ce suivi vous permettra donc de bien géolocaliser, comme le dit Mohamed Ndiaye, de bien géolocaliser votre véhicule, connaître
ses mouvements, donc faire un bon tracking, hein, de bout en bout, connaître ses vitesses, est-ce qu'il n'a pas fait les dépassements, où est-ce qu'il est au tenté, il s'est arrêté, pourquoi il s'est arrêté, tu prends ton téléphone, tu appelles le chauffeur, j'ai vu que tu t'es arrêté à tel endroit, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc, le gestionnaire de parc, il doit donc non seulement faire une bonne planification sur la base de la connaissance du besoin, mais il doit surtout, au-delà de cette planification, il doit surtout faire un suivi. D'accord? Faire un suivi derrière. Donc ça, c'est un élément fondamental dans la gestion de parc. D'accord? M. Dramé dit qu'il voudrait savoir quels sont les facteurs fondamentaux pour la bonne gestion d'un parc automobile, effectivement. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de développer. Donc, c'est d'abord la planification. Savoir bien planifier. Et dans cette planification, c'est connaître le besoin, le type de produit à transporter, sa nature en fait. Ces dimensions, un produit peut ne pas être pondéreux alors qu'il déborde à gauche, à droite, donc c'est un hors gabarit, donc il faut l'escorte, ça va nécessiter d'autres coûts. Connaître sa masse, est-ce que je peux le mettre dans cette semi-remorque ou bien il me faut un porte-char, ça c'est important. Mais aussi connaître la nature du produit, c'est un périssable, etc. C'est un produit dangereux, est-ce que je peux le transporter dans les conditions, est-ce que les pictogrammes de danger sont déjà là? Hein, tout ça, il faut faire donc l'inspection avant d'envoyer votre véhicule en mission. D'accord? Donc le gestionnaire de parc, il veille sur tout ça. D'accord? C'est comme s'il avait des manettes et lui, il surveille un peu son activité. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'au-delà de la planification, planifier, c'est dire ce qu'on va faire. C'est ça, planifier. D'accord? Maintenant, il ne s'agit pas de dire ce qu'on va faire. Maintenant, il faut tout faire pour faire ce qu'on a dit. C'est le doing. Donc après le plan, il faut passer au doing. D'accord? Ou bien do. Plan, do, check, act. Maintenant, au moment où tu exécutes ce que tu as planifié, assure-toi que ce qui est en train d'être déroulé se fait exactement tel que tu l'as planifié. C'est le suivi. OK? Parce qu'au moment du suivi, c'est là où tu te rendras compte qu'il y a des ratés. Un véhicule s'est arrêté, il ne devait pas s'arrêter. Un véhicule est en retard pour qu'il est en retard. Peut-être qu'il a une panne. Hein? Peut-être qu'il a eu un problème, je ne sais pas. Donc, ça te permettra d'aller au fond des choses pour comprendre pourquoi tel était le véhicule s'est arrêté à tel endroit, pourquoi il est venu en retard, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il faut un bon suivi. C'est là où le gestionnaire de parc a un défi quand même à relever, c'est-à-dire assurer cette dimension suivi. Donc, il doit vraiment être, comme on dit, hein, très efficace et alerte pour intervenir. Comme ça, s'il y a une panne, au niveau de votre atelier, prenez toutes vos dispositions pour qu'il y ait par exemple des pick-up bien équipés qui peuvent se déplacer et aller assister ce véhicule-là. À défaut que vous ayez d'autres antennes, par exemple sur la route, et qui vous permettront d'intervenir très rapidement, parce qu'à ce niveau, il faut intervenir en qualité, c'est-à-dire un entretien qui est bien fait, comme ça se doit, des pièces de bonne qualité qu'on a achetées et montées sur le véhicule, un bon diagnostic, mais aussi, il faut voir aussi les coûts derrière. Mais le faire aussi dans les meilleurs délais, parce que toute immobilisation est une perte pour un véhicule. Toute immobilisation est une perte. Donc, vous ne devez pas immobiliser votre véhicule. Si c'est des immobilisations aux frontières avec les formalités douanières, même chose, travaillez bien avec votre transitaire pour que vos véhicules ne séjournent pas aussi aux frontières 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. C'est un manque à gagner énorme. En faisant tout ça, toutes ces actions combinées de façon dynamique, ça vous permettra d'augmenter vos rotations. Vos rotations, donc, au cours du voyage. D'accord? Donc, c'est ça, c'est vraiment le rôle du gestionnaire de parc. Il ne travaille pas seul, bien sûr. Il est entouré de techniciens, de mécaniciens, d'électriciens, de tôliers, de soudeurs, de pneumaticiens, de gestionnaires, de financiers. Tous ces gens-là l'entourent pour l'accompagner quand même dans sa mission d'exploitation de la flotte. D'accord? Donc ça, c'est une chose fondamentale. Rassurez toujours vos conducteurs, vos chauffeurs pour qu'ils fassent le travail convenablement. Maintenant, pour terminer, on peut juste faire une parenthèse avec le transport de passagers. Là aussi, c'est pareil.
Hein, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent, mais attention, cette fois-ci, vous êtes en train de transporter quand même des passagers sur des autoroutes. Évitez donc tout ce qui est surcharge, là on l'a toujours dit, d'accord? Les surcharges sur le véhicule. Assurez-vous que tous ces passagers quand même respectent l'utilisation des places du véhicule, les grandes personnes, les personnes handicapées, qu'on essaie quand même de les mettre en priorité. S'il le faut, on trouve quelque chose pour ça. Et assurer le déplacement donc de ces passagers dans les meilleures conditions de sécurité. D'accord? Donc ça, ce sont les éléments sur lesquels le gestionnaire de parc doit bien s'appesantir pour quand même être quelqu'un qui est assez alerte. Et encore une fois, pour me répéter, il doit avoir des indicateurs de performance qu'il doit mesurer. Indicateurs de performance par rapport à la rotation des chauffeurs. Ils font combien de temps pour faire un voyage? Un jour, 2 jours, tout dépend bien sûr des différentes destinations. Il doit l'avoir. Et surveiller pour voir si la tendance elle est bonne. Et évaluer ces rotations pour chaque conducteur pour voir qui est le meilleur. Évaluer aussi la réactivité des techniciens de l'atelier. Donc pour chaque type de panne, il faudrait connaître le temps maximum qu'il faut utiliser pour pouvoir gérer la panne. Le temps maximum, ça c'est important à savoir. Changement de pneu, c'est combien de minutes? 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, on ne doit pas le dépasser. Regardez les courses Formule 1, comment ils fonctionnent. Ceux qui font la course Formule 1. Vous avez vu que c'est en un temps record. Donc ce temps, il doit être maîtrisé. Parce que considère que chaque seconde qui passe, c'est une perte d'argent. À plus forte raison, des heures ou bien des jours d'immobilisation. Donc les gens, ils doivent être alertes au niveau des actions dans la partie parc automobile. C'est important. Donc voici de façon quand même très ramassée ce qu'on peut dire de façon pour introduire ce grand thème qui porte sur la gestion de parc automobile. Et nous remercions bien sûr tous ceux qui ont bien voulu y participer, en particulier Marketing TV, qui a initié en tout cas cette action que nous saluons. Et nous remercions aussi tous nos amis logisticiens, Khalifa Babacar Dramé, comme on dit en Wolof, Koulim Djoum. Remercions aussi Ibrahim Ndiaye, les salons. Malheureusement, on n'est pas nombreux, nous sommes juste un petit village, on ne fait pas une centaine de personnes. Et je dis que souvent, il y a des très grands professionnels du métier qui sont méconnus parce qu'ils sont tellement pris par les missions qu'ils font dans les différentes entreprises de la place, maritime, ferroviaire, aérien. Tous ces gens-là, je pense qu'avec Marketing TV, ça peut être une belle occasion pour partager leurs connaissances, surtout en ces périodes difficiles de confinement qui ne dit pas son nom. Puisque les écoles sont fermées, c'est vraiment le confinement, moi je l'appelle comme ça. Donc il faudrait quand même valoriser tout ça. Donc je vous remercie encore une fois et nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec Marketing TV.